Bonjour à tous. Alors, mon sujet aujourd'hui, ChatGPT a-t-il lu Proust? C'est une question qu'on peut légitimement se poser parce que lorsque vous interrogez ChatGPT sur la Madeleine de Proust, eh bien, il va vous répondre avec une précision remarquable. Il va pouvoir évoquer la mémoire volontaire, involontaire. Il parlera de la tante Léonie. Il parlera de cette fameuse tasse de thé qui fait ressortir tout Combray. Mais voilà, ChatGPT n'a jamais acheté la recherche. ChatGPT, c'est peut-être même le plus grand lecteur du monde, mais qui n'a jamais rémunéré un seul auteur. Alors c'est troublant, nous avons créé des machines qui absorbent l'intégralité du patrimoine culturel humain et qui pourtant n'ont jamais passé les étapes traditionnelles qu'on exige dans la vie réelle, l'autorisation, la rémunération des auteurs et des artistes. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est possible grâce à ce qu'on appelle les shadow libraries. Ces shadow libraries, ces bibliothèques fantômes, ces plateformes immenses contiennent des masses de contenus culturels sans autorisation, sans rémunération. Alors, ces grosses plateformes comme Books.Free, LibGen sont très utiles parfois pour les chercheurs, mais elles sont aussi beaucoup utilisées par les fournisseurs d'IA qui y trouvent là un réservoir sans limite de contenu, de qualité, de contenu culturel pour pouvoir entraîner les modèles d'intelligence artificielle gratuitement, illégalement, mais très efficacement. C'est pas juste anecdotique ce point. Pourquoi c'est pas anecdotique ? Eh bien parce que ces contenus culturels ne sont pas un simple bonus pour l'intelligence artificielle. Ces contenus culturels sont des contenus de qualité, sémantiquement riches, très bien organisés. Or, on sait aujourd'hui que la qualité des contenus augmente la performance des intelligences artificielles génératives. D'ailleurs, nous commençons à observer un autre phénomène, c'est la dégénérescence des intelligences artificielles. Lorsque l'IA est entraînée sur des contenus qui sont synthétiques, qui sont générés par la machine, eh bien, l'intelligence artificielle dégénère. Les chercheurs appellent ça le modèle collapse. Le modèle, il s'effondre. C'est comme une photocopie de photocopie qui perdrait en qualité à chaque itération. Et bien là, de la même façon, l'IA qu'on entraîne sur des contenus synthétiques perd en cohérence. On parle parfois de MAD, des modèles autophagie disorder, c'est-à-dire que le modèle se nourrit de lui-même jusqu'à l'autodestruction. Alors la solution pourrait peut-être être d'utiliser uniquement des contenus du domaine public, comme on dit, Molière, Racine, c'est gratuit, c'est légal, on n'a plus à payer de droits, il n'y a plus de monopole, sauf que si on entraîne ces modèles sur des contenus comme ça, anciens, les réponses ne sont pas les bonnes, parce que l'IA ne connaît pas, ne maîtrise pas alors le monde contemporain, les enjeux qu'il habite aujourd'hui. Et les grandes entreprises le savent bien, elles ont besoin de la culture contemporaine pour faire des modèles d'intelligence artificielle performants. Et c'est là que le problème se pose, c'est qu'elles vont utiliser ces contenus culturels sans autorisation, sans rémunération et dans une opacité totale, en arguant du secret des affaires. Et les auteurs dans tout ça, les artistes dans tout ça, théoriquement, ils disposent de droits de propriété, c'est un droit fondamental, le droit d'auteur, les droits voisins du droit d'auteur. Et pourtant, finalement, ils n'ont aucun moyen de faire respecter les droits. Les droits deviennent ineffectifs parce qu'on ne peut pas prouver leur violation. Le droit au recours se vide de sa substance, le droit de propriété devient une coquille vide. Alors qu'est-ce qu'on fait face à cette situation ? Il y a un effet du droit qui est très important pour nous, ça s'appelle l'effet prophylactique du droit. Le droit, il dissuade. La règle de droit, parce qu'elle a la capacité de s'appliquer, elle va modifier les comportements des acteurs. On a vu un exemple il y a quelques jours, il y a quelques semaines, avec Anthropic. Peut-être avez-vous vu que Anthropic
L'IA, c'est un fournisseur d'IA qui réalise l'IA générative Claude, a payé 1,5 milliard de dollars à des auteurs pour avoir utilisé leur contenu sans autorisation. 1,5 milliard. C'est peut-être ça, en fait, la valeur économique de la culture. En tout cas, c'est la preuve qu'il peut y avoir un autre modèle. Un modèle qui n'est pas celui d'utiliser sans autorisation, d'utiliser sans rémunération. Alors, comment on fait pour généraliser cet équilibre? Comment on fait pour rétablir un petit peu le rapport de force? Le règlement européen a tenté de le faire en imposant une obligation de transparence aux fournisseurs d'IA, une transparence sur les sources utilisées par l'entraînement. Pour l'entraînement, malheureusement, le résultat n'est pas le bon. Il y a eu un tel lobbying exercé sur cette disposition que, je vais vous livrer l'expression, le règlement européen dit qu'il faut un résumé suffisamment détaillé des sources d'entraînement. Vous m'expliquerez comment un résumé peut être détaillé et encore plus suffisamment détaillé. Alors, parce que la transparence ne semble pas suffisante pour rendre aux droits leur effectivité, eh bien, il y a une piste de solution qui commence à émerger en France comme ailleurs, c'est la présomption d'utilisation. On va présumer que le contenu culturel est utilisé par le fournisseur d'IA. Comment? À partir d'un certain nombre d'indices. La présomption, c'est un mécanisme juridique un peu complexe, mais on va prouver des indices et ça va permettre de prouver le fait principal qu'on ne peut pas prouver à cause de l'opacité, c'est-à-dire l'utilisation du contenu culturel. Alors on va prouver qu'il y a une génération à la manière d'eux, on va prouver également qu'il y a des régurgitations d'œuvres, et donc ça voudra dire que l'œuvre a bien été utilisée. Cette présomption, elle forcerait finalement la transparence qu'on n'arrive pas à obtenir par le texte, et puis elle procéderait à ce rééquilibrage, souvenez-vous, l'effet prophylactique du droit. Si vous mettez en place cette présomption, les acteurs seront incités à contractualiser, à passer des licences tout simplement, à demander des autorisations, à payer des rémunérations aux artistes et aux auteurs. Alors bien sûr, les détracteurs vous diront que non, ça n'est pas possible parce que la régulation empêche l'innovation. Moi, je veux vous dire que tous les secteurs hyper régulés sont très innovants, l'aviation, la pharmacie, tout ça va très bien. En revanche, ce qui ne va pas bien, c'est le flou, c'est l'insécurité juridique, parce que ça permet aux gros de rester bien en place et ça permet aux entrants de ne pas réussir à pénétrer le marché. Parce que ici, ce sont nos valeurs dont on parle. Et nos valeurs, c'est quoi? Est-ce qu'on veut préserver la culture? Est-ce qu'on veut que les contenus culturels ne soient que finalement un pétrole gratuit pour l'économie numérique, ou alors est-ce qu'on veut protéger nos auteurs? Alors si on revient à la question, ChatGPT a-t-il lu Proust? Oui, il l'a lu, il l'a assimilé, il peut même en parler avec grande finesse, mais il ne l'a jamais acheté. Alors ça pose une question juridique et surtout une question éthique qu'aujourd'hui on ne doit plus ignorer. Je vous remercie.